Bonjour à tous, bienvenue dans le décryptage de la semaine, une émission dans laquelle nous vous proposons une revue globale de l'actualité de la semaine, surtout l'actualité politique. Et vous le savez bien, c'est avec Agapit Napoléon Mafourika. Bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour à nos téléspectateurs. Merci pour la fidélité de tous les dimanches. Alors, pour commencer donc, nous allons parler des forces courues pour un Bénin émergent, la FCBE, qui refuse de se conformer aux orientations de la rencontre avec le ministère de l'Intérieur. Ils ne veulent pas faire un nouveau congrès et l'ont fait savoir ce jeudi à travers un courrier adressé au ministre de l'Intérieur. D'abord, Brut, votre appréciation. Ben, je pense qu'ils sont restés logiques à leur logique d'affrontement. La dernière fois, nous saluions, on disait qu'ils n'avaient pas de choix que d'y aller. Alors maintenant, les FCB ont choisi alors de ne plus exister dans la forme initiale. C'est-à-dire qu'en principe, la loi portant contre charte des partis politiques donnait 6 mois pour se mettre en conformité. Ils n'ont pas ce certificat de mise en conformité, ils n'en ont pas. À partir du moment où ils n'en ont pas, à partir du moment où ils refusent la brèche, l'ouverture qui leur est faite, ils rentrent dans le circuit, ils retournent dans le système normal, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus en tant que parti politique reconnu dans le cadre, en tout cas au regard du code de la charte des partis politiques en vigueur présentement en République du Bénin. Alors, dans ces conditions, le gouvernement prendra acte. Et eux aussi, ils doivent en tirer toutes les conséquences de droit. Vous parlez de brèche, il faut que nous puissions le savoir. C'est en fait un rachat d'existence parce que... C'est ce que je disais, que le chef de l'État a été absolument généreux. Je l'avais dit la dernière fois, il était généreux. Et il faudrait que les acteurs de la vie publique essayent quand même de savoir leur raison garder dans un certain nombre de comportements qu'ils adoptent. Le chef de l'État est extrêmement généreux parce que, en offrant le dialogue politique et en ouvrant cette brèche, ça leur permet à ceux qui n'ont pas pu se mettre à jour dans le cadre de la loi, d'utiliser ce créneau de rachat qui leur permettait, donc, pour peu, de continuer à exister, surtout parce que nous avons les élections locales qui viennent très 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 bientôt. Et la législation en la matière est stricte. Ce n'est plus comme avant, où une association ou un groupe peut de manière isolée se mettre candidat. Non, on doit être parti politique, reconnu. Donc, alors dans ce cadre, la brèche ouverte par le gouvernement, par le chef de l'État, devrait être saisie par des partis politiques qui ont envie d'animer la vie politique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas l'attitude de FCB. Mais il reste logique à leur logique de départ, c'est-à-dire la victimisation et la diabolisation du pouvoir en place. Oui, mais on a, vous l'avez rappelé, on a effectivement cet agenda-là électoral qui s'annonce notamment quelques mois encore pour y aller, les locales. Comment alors, même si vous avez dit que vous ne comprenez pas, comment expliquer cette option-là, quand même, de ralentir une démarche qui devait être celle qui tendait à faciliter quand même leur participation? J'ai pas envie d'ouvrir un procès en sorcellerie contre les amis de FCBE. J'ai beaucoup d'amis dans le groupe et beaucoup de bons militants. Ils sont là. C'est qu'ils ont une mauvaise direction, il faut dire les choses. Ils ont une direction qui n'arrive pas à appréhender les choses de manière circulaire. Ils voient seulement dans le sens de la vision, disons, diagonale. Mais ils devraient essayer de voir de la manière circulaire pour voir que les choses ont une face et une autre face, et qu'il faut analyser les éléments avant de prendre des grandes décisions. Et qu'en politique, il y a des paramètres à prendre en compte, notamment, je l'ai souvent dit, les rapports de force. Tout à fait. Et également, savoir qu'en dialectique matérialiste, rien n'est immuable, tout avance, tout évolue. Donc, aucune vérité n'est tangible, n'est fixe, n'est figée. Si on rentre dans ces logiques, les FCB auraient pu, pas que, il y a les autres. Tout à fait. C'est pas que, mais bon, on est parti de leur courrier, mais on a écouté ISL intervenir, on a écouté le PCB, on a écouté d'autres, donc, mais on laisse sur le FCB en disant, s'ils avaient une direction, parce qu'eux, ils ont été aux affaires, ils ont dirigé. Leur leader, Boniaï,
autour duquel cette alliance avait été créée, était au pouvoir. Ils connaissent la gestion du pouvoir, ils connaissent les contraintes de la gestion du pouvoir, ils connaissent les exigences de la gouvernance, ils connaissent la rigueur de la loi. Ils doivent le savoir. Donc, quand on a été à ce niveau, on a une attitude meilleure et beaucoup plus prospective, beaucoup plus dynamique que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, vu ainsi, il est évident que quand ce parti se refuse à chaque fois, à saisir les brèches et à aller de l'avant, quitte à attendre que des situations meilleures adviennent, s'offrent, c'est pas normal. On a l'impression que c'est la politique de terre brûlée, c'est du tout ou rien, c'est moi j'exige et rien d'autre. Si vous ne me donnez pas, je ne peux pas avancer. C'est comme c'est de dire que vous n'existez pas, c'est nous qui exigeons. On ne peut pas fonctionner. C'est pas eux qui sont élus, c'est le président qui est élu, c'est l'Assemblée qui est là à voter des lois. Ces lois ne sont pas les lois à talons, c'est des lois de l'Assemblée nationale qui doivent appliquer comme les lois de l'État, les lois d'État. Donc, à partir de ce moment-là, on doit, soit on est en démocratie, soit on ne l'est pas. Dans l'optique ou dans leur option, l'option qu'ils ont choisie, ils devraient quand même avoir des possibilités. Est-ce qu'on peut les évoquer? Non, la possibilité c'est de ne plus exister, la première. Rien à faire du côté de l'Assemblée? Non, attends. Okay, je dis, la première possibilité, c'est qu'ils choisissent de ne pas exister. Puisque là, ils n'existent pas. Durant l'essai de l'Est, c'est-à-dire que ça, c'est le béaba qu'on apprend dans les petites écoles de la vie. Je ne veux pas dire ancien juridique. Mais la loi est dure. Vous allez dans la tradition, vous allez dans une cour, vous allez n'importe quoi. Vous ne pouvez pas rentrer à la mosquée avec les chaussures, n'est-ce pas? Donc, et pourtant, même quand les serrés, lacés, tout ça là, tu es obligé, parce que tu as envie d'entrer dans une mosquée, tu es obligé d'enlever, n'est-ce pas? Si vous êtes femme, vous avez une position au sein de la mosquée, malgré la parité, n'est-ce pas? Malgré toutes les théories, la démocratie, machin, tout ça là, dans la mosquée, il y a une position, n'est-ce pas? Absolument. À l'église, les femmes ne peuvent pas être prêtres, à l'église catholique, n'est-ce pas? Alors tout ça, malgré la démocratie, la parité, tout ce qu'on dira, n'est-ce pas? Partout, il y a de la loi. Le propre, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce contrat social, communautaire, politique, existentiel, quand vous rentrez dedans, vous devez être en mesure de respecter ces lois. Vous ne pouvez pas dire, je suis dedans, mais moi, mes lois sont sélectives. Je choisis mes lois. Donc, en disant, je ne me conforme pas, ils ont choisi de ne plus exister dans cette forme. Ça veut dire quoi? Ceux qui refusent, ils seront obligés d'aller le faire si ils ont envie encore d'exister. Sauf, et là encore, ils vont se prendre à leur propre piège. Sauf à aller convaincre l'Assemblée nationale à faire une dérogation encore. C'est-à-dire, ce n'est pas le chef de l'État qui fait des dérogations. Et le président de la République a souvent dit, il ouvre les brèches, mais en disant dans le cadre du respect, toujours en strict respect de la loi. Voilà un homme qui a les yeux rivés sur la Constitution. Il connaît les marges qu'il a. Il connaît ses limites. Il connaît sa sphère de gestion, la sphère dans laquelle il peut naviguer. Il peut manœuvrer en disant la force doit rester à la Constitution, force doit rester à la loi. Après, moi, je peux. Et c'est ça. Donc, la loi dit, vous avez 6 mois. On dit, oui, ok, l'administration de l'État dit, oui, d'accord. Il y a eu des difficultés. Donc, allez faire votre congrès pour lancer la procédure de reconnaissance donc, du nouveau parti. Ils refusent. Donc, du coup, ils veulent qu'il y ait une dérogation à la loi. Mais la dérogation à la loi se fait au Parlement. La dérogation à la loi se fait au Parlement dans le cadre d'une révision de la loi ou d'un amendement, donc dans le cadre du vote d'une autre loi, amendant ou révisant l'ancienne. Ou toute autre manière devient abusive. Toute autre manière. Alors quand on attend du chef de l'État qu'il viole la loi parce que les intérêts privés et individuels sont en jeu, cela ne s'appelle pas être démocrate. Ils ont le choix. Première, de ne pas exister. Mais deuxième, alors d'aller convaincre les députés pour qu'ils votent une loi dérogatoire qui permette que les partis qui n'ont pas pu, qui existaient avant la mise en vigueur de cette loi, qui n'ont pas pu se mettre en conformité, puissent disposer peut-être d'un certain temps en plus. Alors, est-ce que les FCB ont l'humilité d'aller vers le Parlement dont ils dénient l'existence? Est-ce qu'ils ont l'humilité d'aller vers des députés qui disent nommer? Est-ce qu'ils ont l'humilité d'aller vers leurs camarades
ceux qui ont jeté plein d'opprobre. Voilà la situation. Sinon, du point de vue théorique, oui, il y a la possibilité pour le Parlement de voter une loi dérogatoire pour prolonger le délai dans lequel les partis peuvent se continuer. Mais en dehors de ça, il n'y a pas autre option. Toute autre option serait abusive. Je pense qu'il faut que ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne puissent rapidement comprendre. Et j'ai l'impression que les amis de FCBE n'ont pas envie de comprendre comment ça fonctionne. Ils ne veulent pas comprendre que les choses ont beaucoup évolué, les lignes ont beaucoup bougé, et avec eux, ils drainent les autres. USL, je sais pas, Restaurer l'espoir et autres. Donc, voilà, ils ont le choix. Alors, vous avez parlé d'un chef de l'État qui connaît les bornes de son pouvoir, qui quand même, à des moments donnés, ouvre les brèches conformément à ce qu'il peut notamment offrir. Est-ce à dire que l'opposition est dépassée par, la rigueur, peut-être le style de gouvernance politique? C'est pas que l'opposition, c'est même au sein du pouvoir. Est-ce que même les députés, même beaucoup de personnes qui se réclament, c'est pas l'opposition, c'est toute la classe politique qui est dépassée. Parce que, en fait, ils n'ont pas vu venir le président Talon. On le connaît comme un homme d'affaires, on le connaît très avisé quand même. Nous tous, c'est tout le bénin, même moi-même qui vous parle, nous tous, très peu on a peut-être fait l'attention de se dire, mais attends, cet homme qui a réussi dans les affaires, avec des méthodes peut-être que lui-même a fustigées à des moments donnés, mais il va être un redoutable homme politique. Personne n'a eu le temps de se dire, mais attends, c'est quelqu'un d'exigeant par ailleurs. Mais vous voyez, il respire la confiance en soi. Il tangue pas. Il va droit, il sait là où il veut aller. Mais ceux qui l'ont côtoyé depuis des années devraient savoir que c'est une personnalité, c'est un personnage suffisamment sûr de lui, qui sait là où il va et qui n'embrasse rien dans l'improvisation. Alors quand vous connaissez ça, vous devrez vous préparer. Mais regardez, il a dit tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il a tenté. La première chose qu'il a tenté de faire, c'est la révision de la Constitution en insérant tous les éléments d'amendement qu'il voulait. Mais en le rejetant. Mais on a fait quoi? On a dit au président, avance avec notre Constitution de 90. Et le président aujourd'hui avance avec la Constitution de 90. Et on estime qu'il a abus. Au moment qu'on estime qu'il a abus, on lui demande d'intervenir dans les sphères dans lesquelles il n'a pas de droit à intervenir. On lui a demandé de prendre ordonnance pour violer les lois de la République. Des lois règlements votées qui prennent des ordonnances pour les violer, pour permettre à une opposition étourdie, je l'utilise franchement parce que dépassée par les événements, pour aller aux élections. Est-ce que c'est ça la démocratie? Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça. Donc on lui demande de violer les textes, il dit je ne le fais pas. À chaque instant on lui dit fait, il reste dans ses sphères. Donc, ceux qui sont dépassés, ce n'est pas que l'opposition, c'est toute la classe politique qui n'a pas intégré les nouvelles donnes qu'impose le système Talon. Mais il a dit, un nouveau départ, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire, nous connaissions l'autre, mais je vous propose un nouveau contrat, un nouveau départ. C'est ce qu'il a dit. Il y avait plein qui avaient adopté le schéma avec lui. Ils connaissaient la personnalité, ils l'ont côtoyé. Ils savent comment il est exigeant, il est rigoureux dans ses affaires. Simple en apparence, mais ferme dans les décisions. Eux, ils le savent. Nous, on ne le savait pas. Moi, je ne savais pas. Mais donc, ils devaient l'intégrer. Même le président Talon le sait, et Yahi. Parce que le président Yahi a souvent parlé de lui. Alors donc, si eux, ils le savaient, et ils n'ont pas intégré ça à son arrivée, et le discours de l'investiture a été suffisamment clair. Il dit, cette tâche, je me suis préparé, je suis prêt à l'instant même. Mais quand il le dit, les gens pensaient que c'était l'ancien discours. Et il déroule maintenant. Mais il déroule dans le respect de la loi. Mais dans le refus de la compromission. Dans le respect de la loi, mais dans le refus de la compromission. Alors les gens prennent le refus de compromission comme violation de la loi. Et même on dit viole la loi. On lui dit viole la loi, on n'arrive pas à comprendre. Mais concrètement, les gens ils sont dépassés. Donc ce n'est pas que l'opposition qui est dépassée. Elle est perdue. Elle est totalement perdue. Mais autour de toute la classe politique. Alors, ceux qui sont plus sages ont rejoint. Quand vous voyez les Kassa aujourd'hui, c'est pas des gens qui... On a entendu, après nous, c'est nous. Tout à fait. Mais ils ont été très vite. Ils ont remis très vite les pendules à l'heure en disant, ah, ils ne sont pas des... Contrairement à tout ce qu'on les dit, non, ce n'est pas des gens qui... Ils ont fait une très rapide bonne lecture. Ils ont vite compris que, la logique là,
n'est pas si loin peut-être de la dynamique que nous poursuivions. Elle est peut-être meilleure. Parce qu'en face, on a un homme ferme qui marche résolument vers les objectifs et qui ne se laisse pas distraire par les bruits d'à côté, par les bourdonnements ou par les agitations, les gesticulations et autres. C'est ça que nous avions, que beaucoup avaient souhaité et espéré en 2006 et 2016. On ne l'a pas absolument eu. On ne l'a pas absolument eu. Et donc, tous ceux qui ont été dans la dynamique 2006-2016 se retrouvent à l'aise, normalement, s'ils étaient réellement dans cette dynamique à l'époque, en tant que les choses bougent. Le président Talon, il expérimente mieux, il illustre franchement cette volonté d'aller de l'avant, mais dans le cadre des objectifs clairement définis, d'une rupture avec l'immobilisme, la compromission, le désordre, l'anarchie, la concussion, la corruption généralisée, la malversation totale. Donc, l'irresponsabilité au sommet de l'État. Je pense qu'il est dans une dynamique de rupture avec tout ça. Et donc, tout ça, c'est des changements. Et tout changement perturbe l'individu. Parce que nous avons, le propre de chaque individu, de tout système, c'est de s'ancrer dans une certaine routine et de ne pas bouger. Dès que ça change, ça tangue, ça bouge, ça perturbe. Donc, les agitations sont normales, mais c'est au chef d'impulser la dynamique. Et c'est ce que le président fait. Je pense que les gens finiront par se mettre à jour. Comme je vous l'ai dit, ils ont le choix. Ils ont fait leur choix. Alors, il leur reste maintenant la possibilité de ne pas exister, première chose, de refaire un congrès en bonne et due forme, de se muter en un autre parti, de se transformer en plusieurs partis, ou d'aller convaincre le Parlement de faire une loi de délégation. Donc, il y a plusieurs autres possibilités. À eux d'aller expérimenter mais quand on vient nous parler de la démocratie, c'est la démocratie. Et je pense qu'elle ne peut jamais être aussi en marche que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Pour faire progresser les choses, il y a notamment ces conforts-là qu'on bouscule. Et là, on peut faire le trait avec la rencontre avec les syndicats. Mardi dernier, la rencontre, le chef d'État et les centrales syndicales. Beaucoup de sujets ont été évoqués, mais là, un seul fait beaucoup parler, notamment l'évaluation. Les débats sont ouverts. Oui, mais non, les débats ne sont pas ouverts. C'est là le problème. Tout ce qui est nouveau perturbe. Parce que le propre de chaque individu, c'est de se complaire dans la routine. L'homme est routinier. Il a dit ça fonctionne. Ah, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ah non, il lui est venu quand? Pourquoi on veut bouger? Et on a violé les lois. Mais celui qui parle même de violer les lois, il n'a jamais eu la loi en question. Ou bien il a lu de travers. Il n'a rien compris. Mais lui, il est déjà perclus, totalement imbibé dans son système de départ. Le propre de tout changement, c'est ça. Ça perturbe. Et il y a une résistance au changement. La différence aujourd'hui, c'est que en face, il y a quelqu'un qui résiste aux résistances. C'est ça le problème. On a un gouvernement qui résiste aux résistances. Et donc, quand le gouvernement résiste aux résistances, les gens trouvent qu'il y a violation de la loi. J'ai écouté des syndicalistes aller dans tous les sens. Non. C'est l'État qui est l'employeur. Le travail ne peut pas imposer sa règle à l'employeur. C'est un contrat. Je vous emploie à mes conditions. Il y a des normes générales, universelles. Ça, c'est connu. Mais après que j'attends de vous des compétences, que je veuille vous évaluer, ça, c'est moi qui décide. Maintenant, moi, l'État, je ne représente pas le gouvernement de la République, je décide. Mais quand je décide, soit vous rentrez dedans, soit vous demandez à sortir. On a toujours le choix. Surtout pas d'imposer son choix à l'autre, mais de choisir de rester dans le contrat ou de sortir du contrat. Une fois encore, les rapports de force interviennent. Mais toute la vie se gère en rapport de force. On est dedans ou on n'est pas dedans. On te met... Là aujourd'hui, on a un contrat. C'est Latif ou Boni, vous m'interviewez, je vous réponds. Et puis après, ça changera, peut-être. Et c'est moi qui vous interviewerai. Et vous me répondrez. Mais ça ne peut pas être les deux, au même moment. Je ne peux pas commencer par dire, répondez à ma question. La position, là, à l'instant, c'est vous qui posez les questions et moi je réponds. À partir du moment où le principe est que ça, jusqu'à la fin de ces échanges, c'est vous qui posez les questions et je réponds. C'est pas parce que c'est l'État que chacun va se lever et dire, moi, ce que nous voulons. Les syndicats défendent les intérêts de leurs syndiqués. Les syndicats défendent les intérêts de leur communauté. Mais les syndicats évoluent dans un cadre législatif donné et réglementaire donné. Et dans le cas d'espèce, les relations employés-employeurs sont bien connues. Alors, donc, quand on me dit la loi dit, quelle est la loi? Quelqu'un dit ici, il y a la loi, il y a son esprit. Donc, quand on veut évaluer un enseignant, c'est la chose la plus normale, surtout dans le cas de reversement de 2008.
C'est normal qu'on puisse. C'est les mêmes personnes qui disent que le système éducatif a des problèmes. C'est les mêmes personnes qui parlent de sclérose de certains enseignants. C'est les mêmes personnes qui parlent des compétences de certains. C'est vrai que pour le diagnostic, tout le monde est d'accord. Mais si tout le monde est d'accord, pourquoi on veut que ce soit en condition nécessairement de classe qu'on puisse... le gars qui sait qu'on veut l'évaluer, mais il le met parfois même, on prépare les enfants. Moi, je me rappelle quand nous étions enfants. Je prépare mon cours, vous m'évaluez sur mon cours, c'est déjà préparé. Quand nous étions enfants, enfin, même à l'école primaire, je me rappelle, on nous préparait à l'arrivée de l'inspecteur. Et chacun avait un rôle à jouer. Et nous, et tout le monde était tellement, vous voyez, ça jouait le jeu. Comment? Et ça, le maître lui-même, il rayonne parce qu'il a déjà mis en place son dispositif. À ces occasions, même quand on appelle Agapit Latif, il répond. Comment rapidement? Parce que le problème qui se pose, c'est que le mec, il connaît ses 10 meilleurs élèves. Il connaît un ou deux étudiants de classe. On les prépare aussi parce que on a besoin aussi de quelques déjà perdus dans le groupe. Donc, on les prépare. Et puis, tout le monde joue le jeu. Et quand tout le monde joue le jeu, tout le monde est content. Et voilà, bon, l'inspecteur, on leur offre quelques petits victuailles à la fin, et puis tout le monde est heureux, on se serre les places, et puis voilà, c'est parti. C'est bon tout ça. C'est bien tout ça. C'est normal d'ailleurs. Mais quand l'État dit, j'ai fait un diagnostic, vous ne pouvez pas imposer un refus catégorique. Excusez-moi, vous pouvez aller encore à la négociation. Nous souhaiterions faire des propositions claires. Exactement. Et peut-être regarder certaines faisabilités, proposer d'autres approches et aller à la négociation douce. Mais quand elle est bruyante, par voie de presse, réseaux sociaux et autres, je dis, ce n'est pas les médias qui gouvernent. Les médias relayent, les médias informent, éduquent, distraient. Les médias ne gouvernent pas. C'est vrai qu'il y a le gouvernement des médias de plus en plus avec les médias citoyens, mais en réalité, les médias ne peuvent pas gouverner. Donc on ne peut pas régler les négociations par voie de presse. Non. Vous comprenez donc que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en politique, se passe en syndicalisme, se passe en association. En fait, c'est toute une crise. C'est pour ça que quand vous parlez de l'opposition qui a dit non, c'est tout le monde qui s'est perdu par la nouvelle dynamique de gouvernement que nous avons et qui fait que les gens pensent que les paradigmes anciens continuent d'avoir voix au chapitre. Non, les choses ont évolué. Tout le résume à quoi? À la discipline. À ce que chacun reste à sa place et revendique conformément à la place qu'il occupe. Un enfant a un droit, c'est sûr, mais il a aussi des devoirs, n'est-ce pas? On parle de droits des enfants, c'est sûr, mais il y a des devoirs. Il n'existe pas de droit sans devoir. Il n'existe pas de devoir sans droit. Mais on doit pouvoir équilibrer les deux. Mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup trop de droits sans parler des devoirs. Moi, je pense que dans les sociétés en développement, on doit apprendre à parler beaucoup de devoirs. C'est vrai que l'individu a beaucoup. Il faut préserver l'individu de la toute-puissance de l'État. Je suis d'accord. Mais au même moment, il faut également préserver la communauté d'une hypertrophie individuelle qui risque de mettre à mal la vie communautaire. Et ça, on le voit en Europe avec les mouvements, aujourd'hui, avec un certain nombre de laissés-aller qui fait aujourd'hui que les gouvernements, même les plus qui sont élus, issus des suffrages, ne sont plus en mesure de gouverner normalement et de faire les réformes qu'il faut faire parce que simplement l'agitation individuelle prend le pas sur le calme qu'il faut pour qu'on puisse adapter la société à l'évolution normale. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où on a conféré la légalité ou la légitimité à un pouvoir pour agir sur la vie communautaire, mais qu'on l'écoute. Qu'on se donne la rigueur de l'écouter pour ces réformes, d'analyser ces réformes, de lui opposer des propositions, non des refus catégoriques. Parce que c'est lui, tout le monde ne peut pas gouverner ensemble, tout le monde ne peut pas décider. Mais quand on a donné le mandat à quelqu'un, on l'écoute et on fait des contre-propositions. C'est lui qui a le mandat. Bon, ok, on y va. Quand on a fini d'épuiser les voies de recours normal, on y va. Et 5 ans après, au terme de son mandat, on remet ça en évalue. Lui, aujourd'hui, il évalue. Après, nous, on peut évaluer. Alors, d'ailleurs, dans cette affaire d'évaluation à Agapit Mafori, il y a quand même que le chef de l'État a décliné, on va dire, les conséquences. D'abord, les méritants continuent, normalement, pas en fait, les moyens, on les remet à niveau. Et puis, ceux qui, vous l'avez dit, ce revêtement-là de 2008, tout le monde en parle. Et donc, ceux qui ne méritent pas peuvent être réorientés. S'ils veulent. Voilà. S'ils veulent,
peuvent demander à ce que leur contrat soit rompu avec, on va dire, les avantages que le droit, on va dire, impose. Oui, mais vous voyez ce qui se passe, en fait, me rappelle un peu à la fin du système du PAPB, quand il a fallu passer au programme d'ajustement structurel, où il fallait décongestionner l'administration publique. Ouais. On a besoin de faire le départ. L'État a mis en place avec les partenaires au développement, enfin le FMI et la Banque mondiale, le système de départ volontaire. Mais rien n'a pas voulu. Au contraire, après on est passé au départ ciblé. Rien ne voulait pas. Quand il fallait restructurer une structure comme la BCB, la Banque commerciale du Bénin, qui était totalement en banqueroute, quand la mission internationale FMI était venue, on a préconisé qu'on puisse restructurer. Ça passe par le dégraissage. Tout le monde dit non, personne. Mais quand vous dites personne, c'est que vous faites chuter. Et qu'est-ce qui s'est passé? La société a été liquidée totalement. La banque a disparu. Avec toutes les conséquences. Alors, si vous êtes 200, et on dit, ok, nous allons nous libérer de 80, de 120, il va rester 80. Mais on oublie que les 80 là aussi ont une famille, qui ont des familles, qui aussi ont des familles, qui peuvent revenir vers les 120 qui sont partis. Donc, du coup, en gardant 80 déjà, on a réglé déjà le problème de 80 familles, fois je ne sais pas combien de personnes par famille. Donc, on a déjà réglé ça. Au lieu de dire non, jamais ça, on aurait pu dire, ok, mais le sort des 120, parlons de ça. Réglons ça. Donc, on doit déjà préserver 80. Mais les gens disent non, jamais, pas ça. C'est la même chose. Ici, maintenant, on préfère un système totalement handicapé, avec des enseignants. Je respecte beaucoup mes parents. J'ai beaucoup de parents enseignants. Et j'ai eu beaucoup d'enseignants sérieux, efficaces, dynamiques. Et donc, je respecte beaucoup cette fonction. Et surtout les enseignants de base, les instituteurs et autres. Je sais que la grande masse, c'est eux qui le font. Et donc, il y a beaucoup de... Mais il y en a quand même qui ne méritent pas d'être là. Il y en a qui ne méritent pas. Surtout dans le cas des reversements, ce pas des gens qui ont choisi la fonction. Ils ont besoin les concernés savent mieux de quoi il s'agit. Beaucoup ont besoin de job et ils sont entrés là. Donc, ceux-là, il faut qu'ils aient le courage d'accepter de ne pas continuer. Parce qu'ils cassent le système. Alors, à la conférence nationale, on a stigmatisé le tout cadre enseignant du PAPB, on a stigmatisé l'école nouvelle du PAPB. Mais le reversement de 2000, c'est pire que le tout cadre enseignant. C'est pire parce que c'était un ramassis de gens qui ont la noble vocation, mais d'autres qui ne cherchaient que l'emploi et qui n'avaient aucune vocation, aucune volonté et qui sont perdus devant les étudiants, devant les élèves et qui perdent alors nos enfants, qui les conduisent dans la... Il faut libérer ceux-là et leur permettre... Peut-être que c'est une minorité, je ne peux pas généraliser, comme je dis, j'ai beaucoup l'évaluation nous le montre. J'ai beaucoup de respect pour eux. Donc, peut-être que c'est une minorité, mais il faut avoir le courage de sortir cette minorité, pas pour les stigmatiser, pas du tout. Nous sommes tous handicapés ici, et fort là. Il faut peut-être voir là où on peut mieux les réorienter. Et donc, l'approche gouvernementale de cette question est claire et maintenant, les syndicats, une fois encore, je pense qu'en restant dans leur créneau, en disant ce qu'ils attendent clairement, ils vont aller aux négociations, comme il était dit à la réunion. On va aller voir les ministres sectoriels et qu'ils voient dans quelle mesure ils vont essayer d'avancer et qu'il y a des points d'achoppement, ils vont retourner peut-être. Je pense qu'on peut négocier sans violence. On peut négocier sans nécessairement que les bruits de gorge et autres perturbent ces négociations. Donc, mais il faut que la déclinaison des attentes soit claire. Mais quand c'est dans le cas de nous, on refuse, on ne peut pas, la loi n'a pas dit, il faut qu'on revienne. Non, mais je dis, l'employé ne peut pas imposer ses normes à l'employeur. Il y a des basiques. À partir du moment où ces critères, ces règles universelles sont respectées, il n'y a que l'employé à sa place. Doit rester à sa place, l'employeur doit occuper son champ, et chacun maintenant, côte à côte, main dans la main, peut faire avancer la machine. Mais quand quelqu'un dit c'est moi qui suis fort, j'impose, il y a un problème. Et celui qui peut imposer, surtout dans le cas des héritiers, que lui, il assigne à son entreprise, ici, l'entreprise de l'État, les exigences qu'il doit faire appliquer sa politique. Et dans le cas d'espèce, on a dit, on veut évaluer pour pouvoir sortir les meilleurs et mettre à niveau les moyens, réorienter les inaptes. C'est simple ça, il n'y a pas de raison. Simple d'autant plus qu'au soir d'une gouvernance, ceux à qui on impute la responsabilité des dysfonctionnements de ce secteur-là, c'est les gouvernants. C'est le chef de l'État, c'est les ministres, c'est le gouvernement. Donc,
si les gens prennent leurs responsabilités en disant, nous, voilà la ligne que nous donnons à la gestion, mais je pense que les autres on ne peut pas dire que les autres sont là pour suivre, non. Mais je continue de dire, quand vous êtes en position d'employer, vos marges ne sont pas aussi larges en matière face à l'employeur. Je dis, il y a les règles universellement admises. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. C'est connu. Mais après ça, il y a des particularités liées à chaque fonction. Alors, vous savez, il y a des fonctions où vous ne pouvez pas être obèse. Il y a des fonctions où vous ne pouvez pas aller à la maternité. Pourquoi on ne parle pas du droit de l'homme lié à ces fonctions? Pourquoi on ne parle pas non, c'est connu. Parce que c'est les exigences de ces métiers, les exigences de sa profession. Les exigences donc, à partir de ce moment-là, en football, si brutalement vous prenez du poids, il me semble que si vous êtes avant-centre, vous pouvez rester un gardien de but qui est, vous comprenez, donc, même l'arbitrage football. L'arbitrage football, j'ai eu l'occasion de l'exercer un peu, l'arbitrage football a des exigences. Et imaginez que, à un moment donné, vous avez beau être le meilleur sifflet, si vous n'arrivez pas à réussir ce qu'on appelle à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, ce qu'on appelle le test de Cooper. Si vous ne réussissez pas votre test de Cooper, vous n'allez pas aux compétitions internationales. Et de grands arbitres ont été recalés parce que, chemin faisant, ils ont pris quelques bons points et ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu réussir le test de Cooper. Mais les gens se sentent tranquillement parce que on dit l'arbitre doit être performant sur le terrain. Il doit être en mesure de suivre le cours d'un match. Un match à haute intensité, l'arbitre doit être en mesure de... Donc, toutes ces choses ont leur exigence. Si vous ne rentrez pas dedans, vous n'êtes pas là pour faire ça. Allez faire autre chose. Alors, nous avons parlé de la politique où les acteurs sont perdus, là, syndicats et monde du travail, où là encore, les gens semblent, on va dire, dépassés. Étourdi, vous avez déjà utilisé le mot, mais... Pas tout le monde, pas tout le monde. Je dis, il y a quelques étourdis, quand même, bon, donc je ne veux pas qu'on généralise. Je pense qu'il y a une grande masse de gens très intelligents, mais vous savez, les mauvais grains, les livrets, parfois, sacent le moral de bons grains, et donc du coup, tant qu'on ne les extrait pas, on a l'impression de mettre tout le monde dans le même sac. Je ne veux pas le faire du tout, c'est de très bons gens. La précision, elle est bonne pour la bonne compréhension. Il y a aussi un autre niveau où les gens sont alors peut-être totalement dépassés ou qui ne saisissent vraiment pas l'orientation nouvelle des choses ici au Bénin. C'est notamment à l'international, les critiques se succèdent, médias, milliardaires, riches, et là, Mohamed Mo Ibrahim, cet anglo, on va dire, soudanais, soudanais qui vit enrichissime. Un homme d'affaires qui s'illustre depuis un temps dans la promotion de la bonne gouvernance. Effectivement. Donc, il s'est prononcé sur le style Patrice Talon. Pour lui, c'est pas trop démocratique. Je vous laisse d'abord, on va dire apprécier, et puis on ira dans les détails. Non, écoutez, vous savez, moi je préfère écouter Boy Ibrahim que d'écouter certains médias tout ce qu'on a, le Bénin bashing auquel on a assisté depuis janvier, février, depuis le premier semestre de 2019. Je pense que ce Bénin bashing était agaçant et montre que le désarroi d'une communauté internationale dépassée par les prouesses d'un pays. C'est exactement ce qui s'est passé à la CAN. J'ai vu les Marocains totalement désarçonnés. J'ai vu des Ghanéens perdus. J'ai vu des commentateurs aussi. J'ai vu des Camerounais, des amis camerounais qui ne savaient pas ce qui leur arrivait. C'est exactement, vous savez, vous connaissez l'histoire du lion, le lion, le moucheron, non? Hein? Donc, quand le moucheron, donc le lion, les gens, le pauvre lion ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je prends la canne pour illustrer ce qui se passe dans ce Bénin. Les gens ne savent pas ce qui se passe au Bénin. Si c'était pas sur le terrain que ça allait jouer, j'ai même entendu, je ne sais pas si c'est une vidéo fabriquée, mais j'ai entendu même des Marocains, même l'entraîneur qui a quand même travaillé sa bosse en Afrique, en Zambie, en Côte d'Ivoire, parler. C'est bon, donc je ne vais pas plus loin. Parce que j'entends des gens dire, mais attends, si c'était pas sur le terrain, si c'était pas des arbitres qui n'étaient pas béninois, on aurait pu dire que c'est encore un montage, que c'est antidémocratique, que c'est acheté, que tout. Bon, les gens ont de la pudeur, ils ne sont pas allés plus loin que ça, heureusement d'ailleurs. C'est pour dire que le Bénin, le a dit souvent, va étonner le monde. Le Bénin étonne le monde. Le Bénin étonne le monde.
tout ce qu'on a raconté, des gens qui n'ont pas mis pied au Bénin, qui parlaient de beaucoup de violence, de morts massives, des gens qui n'ont pas voté. Et quand vous écoutez le rapport de la CEDEAO, beaucoup ont eu de la pudeur de se taire. Ils ont eu la pudeur de se taire parce qu'ils attendaient que ce rapport. Mais heureusement que les observateurs de la CEDEAO, les missions de la CEDEAO ont été assez lucides, hein, assez efficaces pour donner à cette organisation sous-régionale. On a écouté des missions. Hein? Amnesty International a parlé de beaucoup de choses alors qu'il n'était pas sur le terrain. On a écouté des sociétés civiles, donc on a écouté le président Hollande qui a écrit des... Donc, vous ne pouvez, et les médias, avec tout le relais de certains médias, vous ne pouvez pas utiliser ce format et parler d'un pays que vous ne connaissez pas. Des gens ont même fait de liens totalement impropres et indélicats avec ce qui est passé au Pandjari. Un parc dans lequel, depuis des années, des décennies, les gens visitent, même la sous-région, dans toute la sous-région, notre pays est l'un des plus calmes. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts au niveau de ce parc-là, tout le monde le sait. Alors qu'il y a un incident, il peut en avoir. Mais ça ne permet pas qu'on dise tout ce auquel on a. Donc vous comprenez que quand vous avez écouté tout ça, les déclarations de mots de Mohamed Ibrahim deviennent un peu anecdotiques. En fait, ils ne connaissent pas. En fait, tous ces gens sont emballés, sont perdus, je vais encore utiliser l'expression. Tous les gens là sont emballés. C'est comme un emballement, un peu comme le système médiatique actuel. C'était quoi? C'est l'emballement. C'est tout le monde se laisse entraîner dans une vague médiatique dans laquelle ils ne se retrouvent eux-mêmes pas. Donc, ils disent des choses qu'ils les ignorent. Donc, comparer le président Talon à Abdelaziz Bouteflika, c'est indécent. C'est indécent. Parler de la dictature au Bénin, c'est grave. C'est se mettre au-dessus des institutions béninoises. C'est nos institutions. Elles ont valeur. C'est notre pays. C'est nos institutions. C'est notre constitution. C'est nos institutions. Qui que ce soit n'a aucun droit de penser, de parler à la place des institutions. La première démocratie, c'est le respect des institutions. Donc, Mo s'est trompé de beaucoup de choses. Mais on peut le lui tolérer, c'est un Africain. C'est un Africain, les Africains sont émotifs dans la plupart. Mais ça, c'est pas moi qui... Quand on est Mo... C'est pas moi qui le dis, c'est Senghor. Quand il parle d'émotion nègre, lui, il allait plus loin. Il ne parle pas que d'Afrique. Mais moi, l'émotion. Oui, il a raison. La négritude émotive. A dit que, pour moi, j'estime que le nègre, et ça, je suis désolé de pouvoir le dire, hein, le nègre, on est nègre dans la tête. On ne l'est pas nécessairement par la peau. Hein, le nègre dont moi il parle, ce n'est pas le nègre, toi et moi. Le nègre, c'est celui qui n'arrive pas à prendre de la raison, à prendre de la hauteur dans le raisonnement. Vous voyez, en France, on dit voyager noir. C'est-à-dire que le voyage noir, c'est-à-dire quand vous ne payez pas. Tout ce qui est noir, c'est sombre. Donc, je ne parle pas de la peau, je parle de l'esprit. Tout à fait. Alors, l'esprit nègre, c'est l'incapacité à mettre la raison au service de la pensée, enfin au service de l'action. Si on le faisait, on doit comprendre qu'au Bénin, les lois en question qu'on stigmatise ont été votées par le Parlement de 2015 et non le Parlement mis en place par le président Talon. Alors, selon les procédures normales et régulières, comment vous voulez vous imposer à ces procédures? Après tout ce qui se passe, c'est les jeux politiques. Que quelqu'un me dise que les jeux politiques sont antidémocratiques. Tant qu'ils se déroulent dans le cadre des lois de la République. Personne. Alors donc, de quoi on parle? C'est quoi la démocratie? Le président Talon n'a pas usurpé de pouvoir. Le président Talon est élu régulièrement, applaudi par beaucoup de... Notre Parlement, qui a été changé, est là en place. Depuis, les gens ont applaudi à son élection. Donc, on ne peut pas aujourd'hui... Quelles sont les bases? Quels sont les codes? Quels sont les critères? Quels sont les indicateurs mis en œuvre? Donc, c'est trop facile de dire tout ce que les gens racontent. Donc, pour moi, j'aime bien l'indice, moi, Ibrahim, parce que c'est africain. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'aime les indices, parce que j'estime que ça donne, même si c'est relatif, ça donne au moins des balises. Ça permet à des pays, à nos pays, de travailler pour apparaître dans des positions données. J'ai eu la chance de travailler sur le volet communication du business, et je connais les rigueurs, comment nos gouvernements parfois sont très sensibles à ces indices-là. Et comment donc, je pense que on ne peut pas
balaye du revers de la main ces choses. Mais on ne peut pas non plus trop... Vous l'avez vu, le comité Nobel, est-ce que vous l'entendez trop opiner sur les... Non, eux, ils sont là, ils descendent le prix. Moi, je voudrais que l'indice MO travaille au respect des normes africaines, au respect de la gouvernance en Afrique. Et qu'en regardant les libertés, qui regardent aussi la rigueur dans la gouvernance. On ne peut pas ériger un continent aujourd'hui en 2019 dans le désordre, dans l'anarchie, dans l'absence de vision, dans l'absence d'objectif. On ne peut pas avancer sans boussole. On ne peut pas abdiquer parce qu'un quidam qui a du mal à suivre le mouvement commence pas à crier haut et fort ou parce qu'il a des entrées à l'extérieur. On ne peut plus. Vous faites ça dans un monde d'aujourd'hui, vous serez à la traîne. Et c'est les enfants, les générations à venir qui vont vous le reprocher. Alors donc, comment reprocher à un président qui a de la vision, sa vision? C'est un président qui a déjà réussi, lui, sa vie. Il ne le fait pas pour exister. Le président Talon a réussi sa vie. Le dire, ce n'est pas être chaud. Ça, tout le monde le sait. C'est un milliardaire connu. Donc, il peut, alors, le président peut vivre tranquillement sa vie sans s'occuper de changer le Bénin. Mais c'est noble que quelqu'un dise, moi, je me sacrifie pour que nous changions les règles, pour que nous modernisions la République, pour que nous modernisions la cité. Quand quelqu'un le dit, et au prix de sa popularité, parfois même de sa santé, le fait, pourquoi ne pas le lui être reconnaissant? Donc, ces indices et mots et autres doivent travailler à cela. Je pense que les sages africains, les intellectuels qui veulent être des visionnaires, ils doivent laisser leurs émotions et mettre la raison au service. Et ils aideront beaucoup les pays africains à ceux qui ont envie d'avancer. Aucun pays n'a pu avancer sans l'exigence, sans la rigueur. On parle du Ghana. Le Ghana dont on nous parle aujourd'hui, c'est le Ghana mis en place par Royce. Royce n'a pas été élu. Royce a commencé par prendre le pouvoir par un coup d'État. Alors, donc, on parle de Rwanda, de Kagame. D'ailleurs, même lui, il s'est mis pratiquement en admiration à Kagame, où d'ailleurs le dernier prix a été décerné. Ne l'oubliez pas. Johnson Sirleaf, elle a eu le prix là-bas. Et donc, je venais à Kagame. Voilà. Alors, vous connaissez comment Kagame est venu au pouvoir, mais vous connaissez l'exigence, les rigueurs de Kagame dans la gestion du sol. Mais vous connaissez également l'ardoise démocratique en la matière. Même aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en place une dynamique de rigueur pour atteindre des objectifs si vous êtes là à détaler à la moindre agitation ou bruit de couloir. Vous devez avoir une vision claire, des objectifs clairs. Que la France, la grande France, la France démocratique, la France des droits de l'homme, que cette France choisisse de soutenir dans le cadre de l'OIF le Rwanda qui est carrément critique contre le comportement de la France en 1994, dans le génocide. Mais vous comprenez que le modèle rwandais est un modèle aujourd'hui adulé. Si le modèle rwandais est adulé, je ne pense pas qu'on peut reprocher quoi que ce soit au Bénin. Le président Talon essaie de s'inspirer de tout ça. Je pense que Yaya a tenté déjà. Il a fait venir Kagame pour parler à des jeunes ici. Donc, si Kagame est pour nous un modèle, moi je trouve que c'est, en tout cas, c'est l'un des leaders africains que nous devons suivre de près, parce qu'il fait partie de ceux qui modernisent son pays. Quoique, il n'y a pas de ces choses sans le côté jardin. C'est sûr, il y a un côté couille, un côté jardin. Mais ce qui importe, c'est l'objectif de développement. On ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. C'est clair. Donc, quand on a envie d'aller de l'avant, il y a quelques sacrifices qu'on a oublié de faire. Alors, on ne peut pas dire le Ghana c'est bon, le Rwanda c'est bon, le Bénin c'est mauvais. Le Bénin doit encore être meilleur dans l'exigence de rigueur. Et l'exigence de rigueur, c'est déjà qu'on commence par appliquer les lois que nos institutions, que notre Parlement vote librement. Qu'on ne dise pas au chef de l'État d'aller prendre des ordonnances quand la loi existe. Qu'on ne demande pas au président de la République de retourner à une loi ancienne quand des lois nouvelles sont votées, promulguées et publiées. Qu'on ne demande pas que ceux qui veulent avancer attendent ceux qui veulent, ceux qui ont du mal à suivre le rythme. Aucun pays ne se développe de cette manière-là. Donc alors, on veut quoi? Donc, alors, on comprend dans tout ça que les déclarations de Mo Ibrahim sont impulsives. Elles sont impulsives. Déjà, il faut qu'il puisse garder un recul pour pouvoir
donner de la valeur à l'indisme. Donner de la valeur. Quand vous donnez des avis à travers sur des gens, vous saquez des gens. C'est pour ça que l'indice a du mal à tenir de manière... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes actions de gouvernance. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a en travers de l'Afrique. Il y a de bonnes, il y a de bonnes initiatives. C'est vrai que vous faites bien de le rappeler. À part Johnson Sirleaf, il n'y a que 4. On va dire le plus souvent. Même la gouvernance Sirleaf. Même la gouvernance Sirleaf. Si on entre à l'intérieur, il y a plein de choses à reprocher. Et que on connaît. Même la gouvernance sur la livre, si on rentre dedans, on ne peut pas ne pas les reprocher, ne peut pas les soulever. Donc, à un moment donné, Mo voulait attribuer le prix à Théodora, à Ngema, enfin, au président Bissau-Guinéen. Oui. Non, pas Bissau-Guinéen, Équato-Guinéen. Il a fallu que des organisations internationales se soulèvent à un moment donné. Donc, c'est pour dire que, non, je pense que l'indice doit travailler à s'enraciner. Moi, je les aime bien, j'aime les indices, comme je le dis toujours. C'est des indicateurs qui nous permettent d'avancer. Ils sont relatifs, il faut le dire. Mais je pense que tout ça doit être laissé aux techniciens, notamment. Ça doit être laissé aux critères. Les critères sont également, vous avez quand un reporter sans frontières classe. Ouais. Parfois, j'ai dit oui, le reporter dans son rôle. Mais on ne peut pas non plus laisser tout ce que le reporter dit. Parce que pour le reporter, c'est qu'on ne touche à rien. Mais dans un État, il y a la loi. Et il y a les limites de la loi. Il y a les limites de la liberté. Donc, malgré tout ça, ces indices doivent exister pour nous permettre quand même de nous mesurer à d'autres. Mais restons dans les critères. Et quand on est dans les propos, dans les déclarations à tort et à travers, je pense que ce n'est pas sain. Et je pense que ces déclarations de Mo Ibrahim ne sont pas saines, ne sont pas bien, ne rendent pas service. C'est fantaisie, c'est sectaire. Ça rentre dans l'émotion, dans le bashing général, dans une sorte de complot international, je n'ai pas peur des mots, une sorte de complot international contre le Bénin, un Bénin qui se développe. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple sur le football. Si ce n'était pas que les gens ont un peu de pudeur, j'aurais pu dire que même les victoires béninoises, enfin, que les scores du Bénin sont des scores volés, parce qu'ils ne croient, ils sont jaloux parfois aussi des avancées que nous avons. Donc, le Bénin a fait 4 matchs, sans être battu. Et par qui? Par le Ghana qu'on a créé à fois. Par le Cameroun, par le Maroc. Le Maroc qui a toujours battu le Bénin. Donc, et de quel entraîneur? Donc, je vous dis, c'est ce Bénin qui étonne. Et sur le plan sportif, c'est justement la rigueur politique qui est derrière, qui nous a menés à ces résultats-là. Ne pas les lier, c'est manquer d'objectivité. C'est la rigueur. C'est fini le moment où un président de fédération de football reste sur le bord de touche et impose aux sélectionneurs des choix tactiques. Michel Dussuyer, qui est le sélectionneur national, c'est qu'on connaît l'importance de ce qu'il dit. À la CAN d'Angola, je pense qu'il était bien placé pour voir le désordre dans lequel il a évolué et voir aujourd'hui l'ordre, les rigueurs dans lesquelles tout s'est déroulé. On n'a pas senti de bruit, de prime. On n'a pas senti. Donc, on a vu une équipe où chacun est resté à sa place globalement. Voilà ce Bénin qui avance en réalité. C'est ce Bénin que les gens doivent apprendre à découvrir et non nous imposer le Bénin qu'eux, ils souhaiteraient voir, c'est-à-dire qui tient la queue de Pluton, dans le tohu-bohu général, incapable d'avancer, incapable d'objectifs, incapable de boussole, incapable de plan. Non, il y a un Bénin qui veut avancer avec la rigueur de ceux qui savent gagner, mais on ne gagne jamais sans exigence. On ne gagne jamais sans sacrifice. Et c'est au bout des sacrifices que vient le succès. Et c'est ce succès-là qui a plusieurs pères. Et hélas, l'effort n'en a pas, tout le monde s'agite. Non, il faut que les gens apprennent à découvrir ce Bénin nouveau. De toute façon, si on entend Mo Ibrahim sur le Rwanda, on pourrait se dire peut-être que aujourd'hui, c'est peut-être les critiques à l'endroit de Talon, mais demain, pourquoi pas, le prix viendra. On ne sait jamais. En tout cas, de toute façon, comme je l'ai dit, nos sacrifices d'aujourd'hui seront les gages de notre succès de demain, a dit le président lors de son message aux jeunes. Message pour les 2 ans de son arrivée au pouvoir, je pense que c'était en avril 2018. Je suis de ceux qui croient cela. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de résultat sans effort. Donc, aujourd'hui, le président Talon aide le Bénin à solder des passifs que nous avons
accumulé depuis 1990, le début de renouveau démocratique. Le pays a accumulé des passifs, laxisme, compromission, absence de rigueur, malversation, concussion, corruption, paresse, tout ça, désordre, laxisme généralisé. On a mis tout ça, on les a érigés en système de gouvernance, en mode d'action, en règles de vie communautaire, et du point où tout le monde a oublié qu'il faut des règles. Il faut appliquer les règles. Vous voyez les malversations à la CCIB. Vous voyez le rapport d'audit sur certains ministères. Malgré tout, les gens sont dedans. Ils n'arrivent pas à se transformer parce qu'ils sont déjà dans les habitudes. On ne peut pas avancer de cette manière. Je pense que le président Talon s'attaque à des mastodontes, à une mastodonte. C'est un peu ça. Donc, un mammouth, comme on le dit. Dégraisser le mammouth, c'est tout un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, les agitations sont normales. C'est les résistances dont je parlais. Mais si le président abdique, ce sera la perte du Bénin. C'est pour ça qu'il doit y avoir une poignée pour le soutenir. Et ça, ce point-là va rallier progressivement quand on va commencer par avoir des résultats. Comme je vous l'ai dit à la CAN, c'est déjà... À ce niveau, effectivement. Voilà. Donc, ce n'est que dans ces conditions que progressivement, le pays peut ratisser large et aller vers le développement attendu. Donc, pour moi, je pense qu'il faut encourager le président, il faut soutenir le président pour qu'il puisse continuer. Il faut qu'il y ait des intellectuels, il faut que des hommes d'affaires, il faut que des étudiants, il faut que des jeunes, qu'il y ait des fronts de soutien à l'action de développement, à la vision de développement du chef de l'État, qui permettent donc nous sommes des Africains, on n'a pas fait vœu de sous-développement. On n'a pas fait vœu d'absence de rigueur. Non, on n'a pas fait vœu de pauvreté. On n'a pas fait vœu de damner. Non, on a la mentalité, on a aussi l'intelligence comme les autres peuples qui avancent. Donc nous devons travailler. Et l'Asie est là pour nous montrer qu'on peut avancer quand on se met. Et le Japon est là, l'Allemagne, même de plus en plus certains pays africains. Voilà. Donc nous devons travailler pour atteindre les objectifs. Ça, c'est important. Et à la veille du 59e anniversaire de notre démocratie, les mots qui doivent être maître mot, c'est travail et persévérance. Nous devons travailler, nous devons persévérer avant d'espérer. Et c'est cette espérance ne peut prospérer que dans le travail et dans la persévérance. Si on ne travaille pas, on ne peut rien espérer. Et si on n'espère pas, on n'a pas de raison de vivre. Donc, mais on ne peut pas espérer. Si on ne travaille pas, on va espérer quoi? Que les gens continuent de nous financer? Que la vente... On va espérer quoi? On n'a rien espéré. Et celui qui cesse d'espérer, cesse de vivre. Donc, vous comprenez que c'est un problème existentiel, idéologique qui se pose. Et on doit y aller. C'est aller ou vaincre. Aller ou périr. C'est l'un ou l'autre. On doit travailler et persévérer dans le travail, dans la rigueur. Ou alors, on est prêt à la perte. On n'a rien à espérer. Donc, que mots parlent, que certains syndicats soient à la traîne, que certains partis politiques n'en veulent pas avancer, là n'est pas le problème. Mais que le chef de l'État continue rigoureusement d'avancer, faire les voies de développement, les voies qui vont permettre au Bénin dans 5, 10, 15 ans de commencer par sortir également la tête comme un pays assaini, un pays en voie vraiment de développement, parce que les règles sont balisées. Ça, je pense que le président mérite d'être accompagné dans ce sillage-là. On aurait pu prendre ça pour conclusion, mais en un mot, c'est vous, comme toujours, qui concluez la semaine politique, ici, dans Décryptage de la semaine. Allez-y pour la conclusion, alors. Écoutez, on n'est pas des... Je pense que quand on analyse ces paramètres, il faut que les compatriotes, surtout l'élite, ceux qui ont eu le temps, la chance d'aller à l'école, d'aller à l'université, ceux qui essayent de décider, ceux qui essayent d'impacter les décisions, ceux qui impactent un peu les positions, il faut que nous ayons un peu de rigueur dans ce que nous faisons. Ce n'est pas que personne ne sent, nous tous, nous ressentons les rigueurs, on ressent les conséquences de la rigueur. Nous vivons ça, nous les ressentons. Nous avons du mal. On a évolué dans l'absence de rigueur pendant longtemps, donc on ne peut pas dire que personne ne le sent. Mais c'est pas, il faut quand même qu'on nous mettions aussi notre intelligence au service du développement. Il ne faut pas que notre petite personne, la petite sphère de notre existence, nous voile au point de ne pas nous montrer qu'on ne peut jamais rien réussir sans le travail. Et là, c'est beaucoup de sagesse africaine nous a montré on ne peut rien dans le désordre, on ne peut rien dans le reniement, on ne peut rien dans l'anarchie. Et donc, ça suppose que le gouvernement est élu.
le président est élu et un gouvernement qui travaille pour que, si on n'est pas d'accord, on donne des alternatives. Mais on doit travailler à préserver l'image de notre pays. Pour moi, je pense qu'il ne s'agit pas de faire 59 ans d'indépendance sans savoir. Quand on se promène en Afrique en disant sanctionner mon pays, on n'est pas patriote. À mon avis, je ne pense pas que ce soit des positions patriotiques. On doit travailler à ce que ce Bénin-là, d'aujourd'hui, c'est notre Bénin de demain. Et nous avons une génération, la jeune, qui demain doit dire ceux qui m'ont précédé ont fait du bon boulot. Et eux-mêmes, ils doivent travailler à prendre le relais. Voilà un peu, c'est ça nécessite des sacrifices, énormément de sacrifices. Et c'est parce que nous avons refusé de nous sacrifier depuis 1990 que le prix aujourd'hui, que le prix à payer est énorme. N'accumulons plus d'autres prix. Essayons de suivre le mouvement. Décryptage de la semaine donc qui se termine sur un ton un peu grave. Oui, 59 ans, c'est l'âge de la gravité quand même. En fait, c'est l'âge de la maturité. Oui. C'est l'âge de la maturité. Donc, oui, il faut la gravité, effectivement. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. Comme tous les dimanches, nous passons en revue donc l'actualité et vous êtes toujours là. Merci pour la fidélité. Amis téléspectateurs, décryptage de la semaine. Merci de toujours l'avoir accepté et d'être toujours nos compagnons fidèles. À dimanche prochain.